La matrice a bugué. Forcément, ouais, en tant que streameuse, en tant que femme aussi, surtout, hein, il suffit d'exister pour recevoir de la haine. J'ai eu de la chance et j'ai pas reçu de harcèlement massif ou de harcèlement ciblé. Mais forcément, par exemple, dans un chat Twitch, ça arrive fréquemment. Un peu moins maintenant, heureusement. Qu'il y ait des personnes qui arrivent de nulle part et qui ont juste un message insultant et qui, du coup, se font bannir. On n'entend plus parler d'eux, ouais. Bon, vous l'aurez compris, on s'attaque aujourd'hui à une question qui est loin d'être fun, mais qui est centrale et qu'on ne peut ne pas traiter quand on s'intéresse aux bugs dans la matrice, c'est la haine en ligne. Donc on va essayer de rendre le sujet le moins lourd possible, mais on ne veut pas amoindrir la gravité. Donc on va pas faire un sketch à la Eric et Ramsey, bien qu'on ait le talent, hein, concrètement. Bien sûr. Et cette question de la haine en ligne, c'est un sujet qui a été récemment remis en lumière par la streameuse Magla. Bon, ça date de l'année dernière quand même, mais on en parle encore, c'est vrai. Parce qu'en fait, dans un long thread Twitter, elle a parlé du cyberharcèlement qu'elle subissait sur Twitch en tant que gameuse. Et je sais pas si tu avais suivi ce truc-là, mais à la suite de ça, il y avait une vague assez ouf de gameuses qui, elles aussi, elles ont partagé ce qu'elles vivaient. Et dans son thread, elle a écrit, et c'est cette phrase qui m'avait choquée à l'époque, et on en parle encore aujourd'hui, qu'à 99%, c'était tourné autour du sexe et du viol. Et vous vous en doutez bien, la haine que reçoivent les streamers sur Internet, c'est vraiment pas le seul exemple de la haine en ligne. Et donc on va, au cours de cet épisode, essayer de comprendre les différentes formes que peut prendre cette haine en ligne, justement. Et on a plein d'exemples déjà qui nous viennent en tête, que ce soit quand tu ouvres le dernier post Insta de Bilal Hassani, ou quand tu vois la campagne qu'avait subie Oshi, genre elle avait expliqué qu'elle avait reçu 5000 messages de haine et qu'il n'y avait qu'une seule personne qui avait été mise en examen, tu vois. Et en vrai, quand on y réfléchit, la haine en ligne, elle est là depuis longtemps dans nos quotidiens. On en parlait il y a pas longtemps avec Clara. Clara, c'est ma coloc, et ouais, je l'appelle Clara comme si vous la connaissiez tous. Ok, donc on va parler de Clara. on parlait du fait que quand on était au collège, il y avait sur Facebook des pages qui s'appelaient page info cyberchouin. Et c'était vraiment hardcore dans le sens où c'était du slut-shaming à grande échelle en fait, où t'avais la photo d'une jeune fille, donc concrètement elle était mineure, et elle se prenait toutes les remarques les plus sexistes, les plus désobligeantes. En gros, ça se résumait à ouais, elle a fait ci avec ça, avec qui, avec quoi, blablabla. Et c'est une pute. Okay. Voilà. Clairement, moi ça s'appelait pas comme ça, mais c'était la même chose. Ou alors t'avais des listes de meufs, genre la liste des meufs qui avaient déjà ken. Et d'ailleurs, j'ai écouté un podcast ce matin, mais rien à voir, mais qui parlait de ça, où ils disaient déjà les listes de gens diffusées sur les réseaux sociaux, c'est considéré comme de la diffamation. Donc déjà, c'était pas légal de faire ça. Mais on s'en foutait, c'était le collège. Ouais, c'était la normalité. C'est une dinguerie, parce que vous vous souvenez du dernier épisode ? Tu t'adresses à nos millions de fans qui ont tous écouté le dernier épisode, c'est ça là ? Oui, tout à fait. Ok. Quand Gaël, il nous disait que clairement, lui, il fait pas n'importe quoi dans le cyberespace parce qu'il a pas envie que ses enfants ils viennent lui apporter des oranges en prison. Et Gabrielle, elle disait, ouais, c'est pas le Far West. Ouais. T'en as pour qui c'est le Far West, clairement. Genre, ils se rendent pas compte que ça a un impact dans la vraie vie, en fait. Ouais. Et tu vois, ça me rappelle une métaphore que Lina Driel, dont vous avez entendu la voix dans l'introduction, a fait. Je vous laisse l'écouter. C'est simplement l'effet voiture. On se sent protégé par un habitacle en voiture et donc du coup on est vachement plus tricky et insultant. Et au travers d'un ordinateur, c'est la même chose. Ma passion de vous balancer des noms sans vous les présenter. Donc Lina Driel, c'est une streameuse professionnelle qui est ouf. Elle joue depuis qu'elle est toute petite aux jeux vidéo et c'est une utilisatrice aguerrie des plateformes et des réseaux. Et on a eu la chance de l'interviewer. Et on va vous passer donc forcément d'autres extraits de l'interview qu'on a fait juste après. Petit teaser, hein. On est donc parti du premier témoignage de Lina Driel. Cette haine en ligne, j'ai l'impression qu'on l'a tous subie ou observée autour de nous. Et on a décidé de comprendre ce qu'elle désignait concrètement. Alors, une fois n'est pas coutume... Ah ouais, t'as l'audace de dire ça au 2e épisode, toi. Oui. On est allé interviewer les spécialistes de la question. Elles sont brillantes, badass et des plus lucides sur ces enjeux. J'ai nommé Shadila. Alors Shadila, qu'est-ce que c'est ? C'est la contraction de Shani Benwalid et Fadila le Turc. Et comme on a 0 personnalité... Oui, maintenant vous pouvez nous appeler Léon. Contraction de Léa et Manon. Ouais, vous adorez, on sait. Donc plutôt qu'une biographie à la Jean-Michel à peu près, comme on sait bien les faire, Fadila, Shani,
On vous laisse vous présenter. Toudoum. Je me présente rapidement. Donc, moi, je m'appelle Fadila. J'ai une trentaine d'années. Je travaille à la direction interministérielle du numérique. Je suis conseillère à la transformation numérique de l'État. Alors, c'est un terme qui veut rien dire. Mais concrètement, ce que je fais, c'est que j'appartiens à un cabinet interne de conseil à l'État qui va accompagner les ministères sur leur politique publique et leur permettre d'identifier comment le numérique peut faciliter la mise en œuvre de leur politique publique. Ça fait à peu près 8 ans que je travaille sur ces questions-là. J'ai d'abord été engagée dans une association assez connue des jeunes qui sont engagés sur les questions de défense, qui s'appelle les Jeunes de l'IHEDN. Donc j'ai dirigé cette association pendant 4 ans, ce qui m'a amenée à travailler sur des questions telles que le terrorisme et la radicalisation. Et en fait, c'est par ce biais que je suis rentrée sur les questions de radicalisation et embrigadement djihadiste en ligne. Et c'est comme ça que j'ai commencé à étudier ce sujet. Alors moi c'est Chani, je travaille pour une délégation interministérielle qui dépend de la Première ministre et qui lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT et pour laquelle je suis en charge de toutes les questions qui ont trait au numérique et donc évidemment la question de la lutte contre la haine en ligne. Plus particulièrement un sujet sur lequel je travaille maintenant depuis à peu près 8 ans, moi aussi. Vous allez voir quelques similitudes dans nos discours. Cette haine en ligne, Chani et Fadila, elles travaillent depuis des années à la contrer. Mais une question nous est tout de suite venue, c'est comment on en vient à en faire son métier ? Comment cette lutte contre la haine en ligne, ça devient ton quotidien ? Cette haine en ligne, on la voit tous les jours, mais franchir le pas et choisir de travailler sur ces questions, c'est une autre histoire. Chani, elle nous le raconte. Chani, c'est le genre de personne qui passait ses nuits à répondre aux commentaires de haine sur les réseaux sociaux et on a tous eu un pote comme ça. J'ai toujours été choquée en fait de ce qu'on pouvait trouver et à l'époque c'est vrai que c'était un non-sujet malheureusement. Et un jour, je me suis retrouvée confrontée à un message qui m'a particulièrement choquée. Je répondais à des messages de haine sous une publication qui concernait un bateau de migrants qui avait coulé en Méditerranée. Et en fait, il y avait des messages affreux, comme voilà, tant mieux, ça fait de la bouffe pour les requins, enfin des choses horribles. Et j'avais juste écrit un message, je m'en souviens encore parce qu'il est tellement anodin. J'avais juste écrit « Où est donc passée votre humanité ?» Et ce à quoi j'avais reçu une réponse, donc tout ça sur Facebook, ce à quoi j'avais reçu une réponse en privé d'une femme qui était donc parmi les propagateurs de haine, sous l'article, qui me disait sale pute sioniste au four ou à la douche. Voilà. Désolée d'avoir utilisé ce terme, mais bon, c'est le message que j'ai reçu et c'était donc à peu près il y a 10 ans. On est à 2 minutes de podcast et on a déjà parlé de radicalisation, d'insultes sur les réseaux sociaux et de 400 autres 1000 enjeux. Donc là, un petit état des lieux s'impose. C'est un sujet tellement présent dans notre quotidien qu'on ne savait pas vraiment par où commencer. Comment mettre en perspective cette haine en ligne, comment la regarder en face et l'encadrer ? Alors en bon élève, ayant appris à construire un plan en 3 parties, on a interrogé nos spécialistes sur comment définir cette haine en ligne. Bah, vous pointez une vraie problématique. On dirait que c'est compliqué. On commence déjà avec une question à laquelle on ne va pas pouvoir répondre très concrètement, c'est super. Non, c'est un vrai sujet, la définition de la haine en ligne. On n'y est pas vraiment arrivé. Déjà, il n'y a pas de définition, par exemple dans l'Union européenne, au sein de l'Union européenne, d'un État membre à l'autre, la définition est différente. Donc effectivement, il y a les contenus qui sont manifestement illicites, qui sont considérés comme manifestement illicites, donc essentiellement dérivés de la loi de 1881, je dirais. Donc il y a la diffamation, l'incitation à la haine, voilà. Il y a pas mal de choses qui sont définies, mais il y a surtout aujourd'hui la problématique de tout ce qui n'est pas défini, ce qui ne rentre pas dans ce cadre-là. Et malheureusement, je dirais aujourd'hui, je donne un chiffre complètement inventé dans ma tête, mais je pense qu'on est à peu près on est vraiment à peu près sur un 90% de contenu de la zone grise en fait. Ouais, bien sûr. Ok, donc si on devait résumer, la haine en ligne, ça prend en compte les questions de sexisme, de haine anti-LGBTQIA+, de racisme, de xénophobie, d'antisémitisme, et malheureusement j'en oublie. Donc ce sont des choses qui sont ouvertement condamnées par l'État, comme Chani l'évoquait, et ça va aussi bien du petit troll derrière son écran qui fait des blagues sur Internet. D'ailleurs, je sais pas si t'as vu le dernier épisode des Couilles sur la table à ce sujet, qui s'appelle Geek, Troll et compagnie. Ouais. Et en gros, elles disent ça, elles disent c'est trop facile de se faire passer pour un troll, genre je propage de la haine en ligne, ouais mais en fait c'était une blague. Donc il y a ce profil-là, et il y a aussi des trucs hyper organisés. Putain, je peux plus dire le mot organisé sans penser à un boîte organisée. Moi non plus. La prod. Allez,
un petit extrait. Et merci pour cette magnifique transition. Ce qu'on disait en fait, ce qui est assez flippant dans cette forme de haine en ligne, c'est l'organisation des haters. Ouais, je sais pas si t'avais vu l'interview de Lucène de Yakuza où elle parle de ça. Elle parle du fait qu'il y a des groupes ouvertement néo-nazis qui s'en prennent à elle sur les réseaux sociaux. Mais tu sais quoi, je vais glisser l'extrait parce qu'on est des produits montage nous maintenant. C'est parti. Heureusement, j'ai plein de femmes noires qui me soutiennent de ouf et qui ont créé une espèce de réseau sans qu'on se parle. Elles créent cette espèce de protection pour moi aussi, que je trouve magnifique. Elles me préviennent à chaque fois parce que du coup, il y a des groupes nazis, néo-nazis comme ça, de haineux. Et moi, je suis le cauchemar, leur cauchemar. Et dans leur groupe, ils me targetent. Et du coup, ils envoient genre une vague de 20 néo-nazis comme ça tout de suite sur mon compte. Et je vois des insultes que je pourrais même pas répéter à la caméra tellement que c'est violent. Et en fait, elles me préviennent parce qu'elles sont en infiltration dans les groupes. Ces haters organisés, préparés et coordonnés, Shani nous en parle. Propagateurs de haine ont 10 trains d'avance sur nous, clairement. Ils ont très rapidement compris, et ça Fadila pourra aussi en parler, mais ils ont très rapidement compris que c'était très intéressant d'aller sur les réseaux sociaux, qu'il s'agisse des propagateurs de haine dits par exemple de mouvances, groupuscules d'extrême droite, ou les terroristes par exemple, qui ont utilisé les réseaux sociaux très rapidement. Voir des États. Voilà, exactement, voir les États. Lina Driel aussi nous rappelait la difficulté de lutter contre la haine en ligne, qui est parfois difficile à détecter via des algorithmes classiques, on peut dire. Parce que tant que c'est pas foncièrement insultant, c'est pas grave. Sauf que on peut utiliser le terme sale, qui n'est absolument pas un mot banni, et un autre mot qui désigne une communauté sans être insultant, et c'est fini, quoi. Et effectivement, la question du langage, elle est centrale dans cette haine en ligne. Combien de fois on a vu un U se transformer en V et tout de suite, c'était plus une pute, mais une vute. C'est une stratégie qui est bien identifiée des haters. Les astérix aussi. Une P XXXXX. Astérix. Ça laisse peu de place au doute. Comme si je bipais un mot dans ce podcast. Si je dis Léa est une sale chippie. Et Shani, justement, elle nous a parlé de la place du langage dans les stratégies de haine en ligne. Le langage est en train d'évoluer au fur et à mesure que les lois, que les lois sont édictées. Donc concrètement, c'est plus difficile. Et moi, je le vois, par exemple, là, en 4 ans et demi d'associatif sur ce sujet. Sur le terrain, concrètement, quand on a créé notre association, on trouvait régulièrement des messages de haine très clairs. De haine raciste, par exemple, avec des termes très crus, des termes terribles qui étaient tout de suite choquants. Et aujourd'hui, on trouve beaucoup plus d'insinuations, de termes, de cynisme, d'utilisation aussi par exemple, d'acronymes, d'anglicismes détournés. Aussi, les mots sont scindés en plusieurs parties pour pas être retrouvés par les algorithmes. Et pour vous donner une idée, j'ai recensé il y a pas longtemps les mots qui remplaçaient et donc je vais faire la même chose sur les autres sujets, mais donc les mots qui remplaçaient la haine antisémite, enfin qui remplaçaient les mots juifs dans un contexte antisémite, et j'ai 4 pages Word. Ok, donc là on est sur une grosse ambiance finalement. On est sur du fun. Yes. Et en gros, et en gros, là, ce qu'on se demande, c'est que après avoir dépeint un tableau qui est aussi sombre, vers qui on se tourne en fait, face à des haters qui ont des techniques pour éviter le radar des algorithmes qui sont bien rodés. Comment est-ce qu'on se défend? Je sais pas pourquoi j'ai mis un souffle entre chaque mot. Et si je te réponds les pouvoirs, c'est un peu flou, un peu mystique, et en fait, on sait plus. Du coup, on a posé la question à Fadila. Du côté des pouvoirs publics, c'est aussi très difficile de définir ce que c'est la haine en ligne. Pourquoi ? Parce qu'il y a pléthore d'organisations qui s'intéressent à ce sujet, qui sont impliquées sur ce sujet et qui ne se parlent pas. Ce qui est très drôle, on va vous en parler avec Shani, mais quand on a lancé le projet jeu vidéo, et même un peu avant, on s'est amusé un peu à cartographier tous les acteurs de l'État qui interviennent sur le sujet de la haine en ligne. On a de la chance parce que depuis 3-4 ans, il y a quand même une inflation d'initiatives qui sont portées par les pouvoirs publics pour pouvoir soit créer des structures, soit mieux en coordonner. Il y a même eu une inflation réglementaire sur ce sujet. On a eu la loi Avia, on a eu la loi confortant les principes républicains, on a eu le DSA à l'échelle européenne. Ok, wow. Ça va la drama queen, hein. Je suis très dramatique. Ok, après les minutes science,
let's introduce, sorry, parce que je suis trop bilingue. Bref, la minute juridique, c'est bon. Alors déjà, la loi Avia, elle date de 2020. C'était une initiative portée par la députée Laetitia Avia qui visait à renforcer la contribution des opérateurs numériques dans la lutte contre certains contenus haineux en ligne. Et bien que la plupart du contenu n'a pas été conservé par le Conseil constitutionnel, cette loi elle a notamment donné naissance à l'Observatoire de la haine en ligne. Ensuite, Fadila nous a parlé de la loi confortant les principes de la République. C'est une loi qui est déjà plus globale. Donc selon le site Vie Publique, qu'on vous cite clairement parce qu'on est loin d'être des spécialistes du sujet, clair. Cette loi elle date de 2021 et elle englobe des choses assez diverses, comme l'encadrement de l'instruction en famille, une meilleure transparence des cultes et la lutte contre la haine en ligne, ce qui nous intéresse ici. Et la dernière loi dont a parlé Fadila, c'est le DSA. Et cette loi elle a la particularité de s'imposer à l'échelle européenne et elle vise une responsabilisation des plateformes face à la haine, la manipulation, la désinformation, les contrefaçons, entre autres. L'enjeu pour cette loi à l'échelle européenne, c'est d'encadrer les activités des GAFAM. Maintenant qu'on y voit un peu plus clair, reprenons. On a énormément d'entités qui ont été créées, par exemple entre 2020 et aujourd'hui. On a l'Observatoire de la haine en ligne, on a le PEREN, on peut avoir aussi le Laboratoire pour la protection à l'enfance, on a Viginum pour la désinformation. Ne serait-ce qu'il y a quelques semaines, il y a un Observatoire européen des algorithmes pour contraindre les big tech justement à rendre transparent leur algorithme qui a été créé. Mais vous le voyez arriver, le petit soussaille, le petit caillou dans le rouage de toutes ces lois. Ça me pense à un exemple. Tu vois, quand t'as un exposé à faire en cours, tu penses que t'as d'être ça en préparant le truc dans ton coin, de ton côté, et quand tu te retrouves au CDI, tu te rends compte qu'on a tous fait à peu près la même chose, que les trucs qui se ressemblent, qu'il n'y a pas trop de sens, et surtout qu'il n'y a pas de lien entre nos parties. Je connais trop bien. Bah, faut croire que, selon Fadila, les pouvoirs publics y rencontrent un peu les mêmes problèmes que lors de ton exposé au collège, ou que les problèmes que tu rencontres avec ton mec. Ouais, là, j'attends, tu t'égares. La communication. La communication. Le problème, c'est qu'on se rend compte que les gens ne se parlent pas. Et donc, du coup, il y a parfois un désalignement entre ce qu'une entité va dire à une plateforme et ce qu'une autre entité de l'État va dire à une autre plateforme. Donc ça, on l'a beaucoup observé tout au long des travaux qu'on a pu mener. Et il y a aussi des services à l'usager qui sont un peu flous. On a pu travailler sur le signalement et on s'est rendu compte qu'il y avait pour chaque sujet une plateforme de signalement ou une plateforme proposée par l'État. Je donne l'exemple pour le signalement de violences numériques, on a Pharos. Alors j'avoue, Pharos, ça peut t'évoquer brièvement tes cours de latin au lycée. Madame Sac, si vous passez par là, je reconnais qu'il y a un petit côté Égypte antique. Ok, donc je vais te laisser à tes blagues de L. Non, mais j'avoue, j'ai retrouvé, c'est parce que c'est l'île antique qui abritait le phare d'Alexandrie. Mais on garde ça pour quand on lancera un podcast d'égyptologie. Hein, oui, bien sûr. Donc en vrai, Pharos, c'est l'acronyme de Plateforme d'harmonisation, d'analyse et de recoupement de l'orientation des signalements. Je suis sûre que j'ai fait une faute, mais en tout cas, celui qui a trouvé l'acronyme, il a d'être ça. C'est un site en fait qui te permet de signaler tous les contenus et comportements illicites en ligne. Mais clairement, cette plateforme a aussi une limite, c'est qu'on sait jamais trop comment signaler. Ouais, et au-delà de ça, il y a plein de plateformes type Pharos, et il y a aussi la possibilité de signaler directement sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, etc. Donc en fait, on a un peu l'impression de mettre des coups d'épée dans l'eau, et on sait pas vraiment vers qui se tourner. Du coup, Fadila, Chani, comment on fait ? Déjà, pour moi, il faut écouter les usagers. Les usagers, quand ils ont affaire à ces entités-là, à ces organes-là, ils nous disent, c'est bien, on signale, mais on ne sait pas ce que notre signalement est devenu. Un suivi, c'est bien, on dénonce, c'est bien, on porte plainte, mais finalement, il n'y a pas de suite. Donc déjà, il y a un énorme effort à faire dans l'existant pour se dire comment on suit de bout en bout une demande d'un usager qui a été victime de violence et son instruction et son traitement. Et ça, aujourd'hui, il y a un vrai effort à faire, un travail de coordination interministérielle qui est important et qui n'est pas encore fait. En général, ce à quoi on a été confrontés, nous, en discutant avec les usagers directement, c'est « je ne sais pas quoi faire lorsque ça m'arrive ». Et la recherche qu'ils vont faire sur Internet, sur Google, ne va pas les emmener à une réponse claire. Et donc, ça n'apparaît pas comme premier résultat Google. Il y a plusieurs choses qui apparaissent et qui peuvent être tout à fait qui peuvent être pertinentes, mais pour autant, l'usager est perdu, vraiment perdu. Et au-delà même du signalement, c'est-à-dire qu'en général, l'usager ne sait pas
on n'est pas du tout orienté sur quoi faire, qui contacter. Alors si on parle du besoin des usagers, on doit forcément se poser la question de la place des plateformes. Et par plateforme, on veut clairement dire Facebook, Insta, TikTok et compagnie. Parce que c'est bien elles qu'on côtoie tous les jours. Je crois que le constat, il est pas très beau. Je sais pas si t'as vu, mais c'était il y a environ 5 mois. Le secrétaire général de l'ONU, il a accusé les réseaux sociaux de complicité, de haine en ligne. Vrai terme. Et c'est vrai que nos interlocutrices, elles nous en parlaient. Et plus généralement, quand tu poses la question autour de toi, le constat, il est le même. Les plateformes, elles en font pas tant que ça. Principalement sur les questions de modération. Et on a abordé le sujet avec Lina Driel. Et elle nous a partagé son point de vue sur le sujet. Je pense à l'heure actuelle, la modération la plus élaborée, ça sera celle de Twitter. Mais c'est clairement pas suffisant, parce que, à titre anecdotique, j'ai récemment signalé un contenu qui était sexuel, mais vraiment directement, qui impliquait un animal. Cette publication a été publiée par plein de comptes différents. J'ai signalé à chaque fois, et à chaque fois Twitter m'a dit que ça n'enfreignait pas les règles. Et du coup, c'est là où je me suis rendu compte, ah oui d'accord, on se fout vraiment de moi, quoi. Alors on a voulu poser la question à Chani et Fadila, avec leurs casquettes tant étatiques qu'associatives que d'utilisatrices, bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait avec les plateformes et où est-ce qu'on en est finalement ? Les plateformes nous ont mis en confiance. À l'époque où Facebook a été créé, à l'époque où Twitter a été créé, leurs API étaient totalement ouvertes, on pouvait récupérer nos répertoires, entre guillemets, de contacts, etc. Et en fait, elles ont créé une forme d'accoutumance. Je me souviens, en 2015, je crois que c'est la vague où toutes les grosses plateformes ont arrêté d'ouvrir leurs API. Du coup, on n'avait plus de portabilité des données. Toutes nos données étaient détenues par les plateformes. Et en fait, elles ont créé une accoutumance pendant 7-8 ans. Et au moment où elles ont coupé ça, on était tellement dépendant des plateformes qu'on était obligé d'y rester, de rester dans des bulles, de rester soumis à des algorithmes. Et en fait, aujourd'hui, on ne peut plus en sortir. Il y a un mouvement qui est en train de se créer pour la décentralisation du web, etc. Même s'il faut faire gaffe sur certaines choses, parce qu'on a pu travailler là-dessus avec Chani, mais il y a un mouvement qui est en train de se créer aujourd'hui pour justement avoir un web décentralisé, parce que c'est ça qui garantit aussi le fait qu'on ne soit pas enfermé dans des algorithmes, le fait qu'on ne soit pas dépendant d'une plateforme, le fait qu'on ne soit pas dépendant d'un business model finalement qui encourage à la haine en ligne, qui encourage à ces violences et qui justement fait son argent sur la haine qu'on se porte les uns les autres, quoi. Elles ont en tout cas une forme de responsabilité dans ce qui se passe, c'est certain. Enfin, aujourd'hui, c'est pas assez. Ils n'en font pas assez. Et la problématique principale, c'est que ce n'est pas dans leur intérêt. C'est ce que disait Fadila. Ce n'est pas objectivement dans leur intérêt. Ce qui est drôle, c'est qu'il y a pas longtemps, on a fait un atelier avec Chani, avec des usagers, et on avait des jeunes de 13 ans, très mignons, qui disaient à une plateforme: non mais regardez, c'est inadmissible, moi quand j'essaye de signaler quelque chose sur votre plateforme, je dois faire 7 clics avant d'arriver sur la page de signalement, c'est inadmissible, etc. Donc il y a une responsabilité en fait dans toutes les composantes, déjà de prévention des usagers, de modération bien sûr. Je crois que le nombre de modérateurs dans le monde pour Twitter c'est 1800, enfin c'est inadmissible au vu du nombre d'utilisateurs. Il y a une responsabilité en matière du UX design. C'est pas normal qu'aujourd'hui un usager ait à cliquer 7 fois pour avoir accès à une page de signalement. C'est pas normal que le signalement soit si complexe. Et il y a aussi une responsabilité en termes de coopération, c'est-à-dire à partir du moment où on signale sur une plateforme, tout à l'heure on parlait de Pharos, un usager naturellement il est sur Facebook ou sur Twitter ou sur Instagram, s'il subit des violences numériques, il va signaler directement sur la plateforme, surtout quand il connaît pas Pharos. Et ben c'est peut-être de la responsabilité de ces plateformes-là d'ouvrir leur API à des entités comme Pharos. C'est peut-être de leur responsabilité, si elles veulent pas le faire, ne serait-ce que de dire bonjour, vous êtes en France et vous avez un service qui peut accueillir vos demandes. Oui, qui a un réel process pour accompagner l'utilisateur. C'est ça. Donc là, je dis pas qu'elles font des choses dissuasives pour empêcher les utilisateurs de faire valoir leurs droits, mais je pense qu'elles pourraient faire plus à mon sens. Et justement, pour comprendre ces rapports entre plateformes et utilisateurs, on a choisi de creuser un petit peu plus ces ateliers qu'évoquait juste avant Fadila. Et on leur a demandé de nous expliquer. Et en fait, c'est simple, elles sont parties d'un constat. Je suis allée voir Fadila, je lui ai dit: j'ai envie de faire ça. Est-ce que tu peux m'aider à cartographier les acteurs de cet écosystème, essentiellement
dans le public, parce que l'idée c'était d'aller voir au sein des ministères et des administrations tous ceux qui avaient travaillé sur ce sujet-là. Et ensuite on a été chercher aussi l'écosystème du jeu vidéo de façon générale. Donc on a été chercher des éditeurs de jeux vidéo, des réseaux sociaux, des associations de lutte contre la haine en ligne, avec l'idée voilà, de les mettre en lien, des experts du numérique en général, de la modération aussi, et puis évidemment des joueuses, des joueurs et aussi des étudiantes et des étudiants. On a effectivement travaillé tous ensemble ensuite donc, sur ce tutoriel de bonne conduite. Et l'idée c'est que ce tutoriel il respecte le langage des joueuses et des joueurs, donc c'est vraiment voilà, c'est dans son jus avec les joueuses et les joueurs qui ont complètement été leaders du projet. Et l'objectif c'est de le diffuser à grande échelle évidemment et auprès spécifiquement des joueuses et des joueurs, plus particulièrement des joueuses et joueurs entre 18 et 25 ans. Ce tuto, on s'est dit ok, pour le diffuser le plus largement possible, comment est-ce qu'on peut faire? On va penser des campagnes de sensibilisation. Des campagnes de sensibilisation, deux sous forme de vidéo et une autre sous forme d'encart pour les réseaux sociaux. Voilà. Et donc, ces campagnes, l'objectif, c'est de les faire se déployer à travers les associations de lutte contre la haine en ligne. Cette idée de mettre l'ensemble des acteurs autour de la table semble être une porte d'entrée, mais on s'est demandé comment ça avait été reçu par les usagers des plateformes et par les jeunes. Alors, on a posé la question directement à Lina Driel, qui a participé à ce projet. J'ai pu avoir la chance de participer à ces ateliers, et c'était vraiment intéressant. La première chose qui me vient, c'est que c'est super dommage que ça vienne pas des plateformes elles-mêmes qui veulent partager, échanger avec ses utilisateurs pour essayer d'améliorer les conditions. Après, bon, tant pis, c'est l'État qui a proposé ça. De côté, bon, tant mieux, on se sent un petit peu plus protégé. Du coup, on s'est retrouvé face à des acteurs des plateformes. On a pu leur témoigner de notre réalité. Et j'ai pu constater qu'ils étaient un petit peu à côté de la plaque. Ils se rendaient pas forcément compte de comment ça se passait. Et nous aussi, en tant qu'utilisateurs, on se rendait pas du tout compte comment la modération fonctionne. Un point important, c'est que plus de transparence, ça pourrait être vraiment intéressant. Ce type d'initiative, c'est clairement l'exemple qui montre que des choses sont mises en place. Ouais, parce que je pense que si tu poses la question à mon daron, il te dirait sûrement d'éviter les réseaux sociaux et les jeux vidéo quand t'as pas 18 ans. Ce qui, on va pas se mentir, est loin d'être la solution, ça marche pas. Non. Et ça, Chani, elle le dit très bien. Et c'est vraiment une question de savoir encadrer, parce que il faut être conscient de la période dans laquelle on vit et de l'évolution des choses en général. Et c'est vrai que de l'évolution de l'utilisation des outils, et c'est comme ça, ces outils sont là. Dans le groupe du civisme et jeux vidéo, on a des joueurs, on a notamment une joueuse, Léana, qui joue aux jeux vidéo depuis qu'elle est toute petite avec son père qui est un joueur invétéré. Et donc elle joue depuis toute petite, mais elle a eu un cadre. Immédiatement, il l'a fait tester des jeux, etc. Mais tout de suite, il lui a imposé un cadre. Et en fait, je pense que c'est un peu ça l'enjeu aujourd'hui, c'est vraiment de réussir à mettre un cadre. Alors ça se passe à tous les niveaux, parce qu'il y a effectivement plein de choses à faire au niveau gouvernemental, mais il y a aussi des choses à faire au niveau parental. Bon, du coup, quels sont les leviers tant juridiques que scolaires que civiques mis en place ? Déjà, je crois qu'il y a pas mal de plateformes qui se développent et qui justement essayent d'être un peu plus éthiques et de participer à créer une safe place et un environnement moins toxique sur lesquels les jeunes, et puis même les gens de manière générale, peuvent évoluer. Et c'est notamment le cas de Gaming Squad. Et en fait, cette plateforme, elle est intéressante pour les parents. Par exemple, j'en parle parce qu'on sait jamais si... Mais c'est vrai que, elle est intéressante pas pour les parents, pour les jeunes qui voudraient même jouer et échanger avec d'autres joueurs dans un cadre plus serein, plus safe, plus sécurisé en fait. Pourquoi ? Parce que c'est une plateforme, pour le coup, sur laquelle on donne toutes les informations, on décline son identité. Et donc, ensuite, on peut, par exemple, quand on est une femme et qu'on a subi des violences en ligne, on peut décider de façon transitionnelle ou sur le long terme de vouloir jouer qu'avec des femmes. Et en l'occurrence, à travers cette plateforme, on peut se retrouver qu'avec des femmes. Et les enfants, c'est très intéressant pour les enfants parce qu'on peut se retrouver qu'avec des mineurs, entre mineurs. Donc oui, certaines plateformes s'érigent, on va dire, pour lutter contre cette haine. Et d'ailleurs, Lina Driel nous donnait l'exemple de ce qui a été mis en place par Twitch. Et ce que je trouve aussi intéressant du côté de Twitch, c'est qu'il y a le Twitch ban, le bot qui dit qui a été banni et pourquoi. Et ça, c'est une transparence qui est intéressante parce que ça sert de leçon.
Et ça met au courant les gens. Et je me dis que Twitter devrait faire la même chose. Ou pas forcément mettre l'utilisateur pour éviter le harcèlement à la rigueur, mais une personne a été bannie pour avoir fait ça. Vraiment le contenu de la sanction, est-ce que cette personne pourra réutiliser Twitter ou pas, pour peut-être montrer l'exemple. On le voit bien avec les actions de ces plateformes, les jeunes sont en première ligne. Et il y a un chiffre qui est assez édifiant, c'est que 29% des 11-16 ans ont déjà été confrontés à des commentaires haineux ou humiliants en ligne. Tout ça quand t'as même pas 16 ans, quoi. C'est chaud. Alors Shani l'explique, ce sont aussi les premiers à s'engager, du coup, les jeunes, dans cette lutte. Aujourd'hui, ceux qui s'érigent qui s'insurgent en fait contre ces problématiques, souvent sont issus des nouvelles générations. On parlait tout à l'heure des streameuses, mais elles ne sont pas les seules. Il y a pas mal de personnalités publiques plutôt jeunes, relativement jeunes, qui ont pris la parole ces dernières années pour dire que c'était pas ok ce qui se passait. Pourtant, on pourrait se dire que quelque part elles sont nées là-dedans, donc ça devrait être presque naturel pour elles. Et donc elles pourraient éventuellement ne pas remettre en question. Voilà, mais en fait, c'est les premières à remettre en question. Et pour répondre à cette volonté citoyenne de ne pas laisser passer, de participer à la lutte quotidiennement, Shani a développé une initiative géniale avec son association Je suis là. Et donc en l'occurrence, il y avait ce mouvement qui avait été initié par une journaliste suédoise, Mina Denert, en 2016. Et donc l'idée, c'était vraiment d'organiser la réponse citoyenne à la haine et la désinformation. C'est très concret. En fait, l'idée, c'est d'aller sous les publications des médias mainstream où il y a le plus de haine et de désinfo. On est un groupe, donc on est plusieurs, on s'organise, on y va tous ensemble, donc de façon coordonnée. Et en fait, on écrit des commentaires bienveillants, respectueux, factuels. Et on utilise le hashtag... Alors, en Suède, c'est Yagar. Nous, on a créé la version française qui est donc hashtag Je suis là, pour se retrouver plus facilement. Et comme ça, on se like, on se commente. Et on noie les commentaires de haine et de désinformation. En vrai, on se rend compte que la réponse à la haine en ligne, elle peut être faite à petite échelle finalement. Ça peut être fait à l'échelle de chaque utilisateur. Ouais, bien sûr, il y aura toujours besoin de justice, il y aura toujours besoin d'engagement de la part des plateformes ou des pouvoirs publics. Mais en fait, on peut agir nous aussi. Et c'est un truc tout con, mais maintenant je le fais. À mon échelle, genre j'envoie du love. Je sais pas si t'as vu par exemple la vague de haine que s'est encore pris Lena Situation dans sa robe Vivienne Westwood. Qui était archi fraîche en plus. Et en gros, grosse vague de grossophobie, d'analyse de son corps, etc. Donc elle en a parlé et à la suite de ça, elle a partagé les messages de love qu'elle avait reçus pour contrer un peu les haters. Ah, c'est cute. Et il y a aussi le compte Préparez-vous pour la bagarre qui a reçu, le compte Instagram, qui a reçu une vague de haine et qui a ouvert, tu sais, une possibilité d'écrire des messages dans sa story. Et elle a dit allez-y les gars, envoyez-moi du love. Et en fait, en faisant ça, bah déjà, tu participes à contrer la haine en ligne. Et quand on pense au levier contre la haine en ligne et à comment lutter, il y a un truc central qu'on n'a pas abordé, parce que ça peut sembler flou ou parce qu'on était un peu dans une dynamique bisounours. Oui, c'est vrai. On peut parler de la sanction et du rôle de la justice, par exemple. Parce qu'on sait que parfois sur Internet, c'est un peu la loi du talion qui prédomine. Vous vous souvenez du témoignage de Shania en début d'épisode, qu'elle avait reçu un commentaire totalement antisémite. Et bah, suite à ça, il y avait des personnes qui avaient voulu la défendre et dans cette stratégie de défense, bah, ils avaient concrètement cyberharcelé son agresseuse. Il lui avait dit oui, on a trouvé son adresse, on lui a envoyé des menaces et tout. Et elle disait d'ailleurs, Shani, le compte a été fermé, mais je pense qu'il a été fermé parce que la personne était cyberharcelée en retour. Ouais. Du coup, on se rend vraiment compte que l'enjeu, c'est la justice et son évolution. L'idée, ce serait de se dire comment on s'approprie ce vocabulaire et comment on crée des sanctions face à ces actes-là. Et on crée des exemples parce que, au final, dans l'imaginaire, j'ai l'impression, collectif, être violent sur Internet, c'est moins grave qu'être violent dans la vie réelle. Alors que, en fait, parfois, ça peut détruire des vies tout autant que dans la vie réelle. Donc, c'est vraiment important, je pense, d'investir massivement dans la sanction exemplaire pour montrer qu'en fait, on peut pas faire n'importe quoi sur Internet. Donc, il y a vraiment un investissement massif à faire. Il faut former aussi les magistrats dès le départ, en fait. Dès l'École nationale de la magistrature, il faut vraiment les sensibiliser au fait qu'aujourd'hui, le numérique, c'est un espace comme un autre et qu'en tant que juge, ils devront traiter de violences faites aux enfants comme dans la vie normale, etc. Et on glisse ça là, mais la loi de 1881, elle prévoit que les délits d'incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination raciale, elles sont passibles d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
On a parlé de sanctions, d'engagement citoyen, de la responsabilité des plateformes ou du rôle de l'État. Et on est bien consciente que le problème de cette haine en ligne, on va pas le résoudre en 45 minutes de podcast. C'est long déjà, 45 minutes. Mais on s'est rendu compte que la haine, c'était le bug dans la matrice. Et on a voulu, à travers ce podcast, comprendre les enjeux que ça représentait. On est quand même parti du constat qu'on la côtoyait finalement tous les jours, cette haine. Et donc, il nous semblait essentiel de pouvoir en mesurer le poids et d'identifier, pourquoi pas, certains leviers de lutte. Ouais. Alors on terminera par la désormais traditionnelle question. Ouais, j'ai encore dit traditionnelle, alors qu'on est à littéralement 2 épisodes. Lynn Adriel, Shani, Fadila. Qu'est-ce qui pour vous bug dans la matrice ? Il y a une vraie problématique de travail collectif. Communication. De coordination, d'alignement. Exactement. Et c'est quelque chose qui se retrouve à plein de niveaux. Enfin, là, on parle de la haine en ligne, mais on peut aborder à peu près n'importe quel sujet, on retrouvera ça. Nous, c'est un petit peu... c'est comme ça aussi qu'on s'est retrouvés toutes les deux à vouloir vraiment réorganiser un petit peu... en tout cas, impulser quelque chose de cet ordre-là, en étant très humble, évidemment, à nos niveaux. Mais disons qu'on s'est dit qu'il fallait mettre tous ces gens autour de la table qui se parlaient pas, en fait. Et il y a un fort besoin de prise de hauteur aussi, parce qu'en fait, on est là à mettre des pansements. On arrive un peu trop tard. Et il y a un vrai besoin. Le fait de réunir tous ces acteurs, c'est aussi de se dire quelle vision on veut, quel Internet on veut demain. Nous, en tant que pays français, en tant qu'Européens, quel Internet on veut demain. Et pour moi, le bug dans la matrice, c'est vraiment ça. Il faut les fédérer et il faut leur apporter un cap, en fait. Ouais, et d'ailleurs, ce qui nous permettra d'anticiper des problématiques et non pas d'être dans la réaction. Comme aujourd'hui, c'est-à-dire la réponse 10 ans après la guerre, à chaque fois, sur tous les sujets. Eh bien, je dirais que c'est un gigantesque foutoir, et ça vient d'une bordélique. Là, tu penses qu'il y a encore des gens qui nous écoutent ou pas ? Si tu nous écoutes encore, merci. Mais ça va être l'heure de se quitter. N'hésitez pas à nous partager vos retours sur la page Insta de La Matrice Aveuglée. Et à nous soumettre des sujets que vous aimeriez qu'on traite. C'était Léon. Bisous. La matrice a bugué.